Bonjour et bienvenue. Je suis Justine Mandreau, responsable prévention santé à la Mutualité française d'Occitanie et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire Moustique-à-eau. Audrey, bonjour, je vous remercie d'avance pour votre intervention. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Audrey d'Anglemont de Tassigny, je suis pharmacienne, donc j'exerce dans une officine, ce qu'il y a de plus classique pour une pharmacienne, et j'ai également une activité de consultante en prévention santé, donc c'est avec cette casquette-là que j'interviens auprès de la mutualité française aujourd'hui. Donc, nous allons aborder une thématique d'actualité qui concerne les moustiques. Donc les moustiques, il y a quand même énormément de choses à savoir, au-delà du désagrément qu'ils nous procurent, surtout en cette saison. Eh bien, c'est aussi un enjeu de santé publique qui a son importance, puisque aujourd'hui, on s'est aperçu que eh bien, les moustiques représentent une menace permanente et à l'échelle mondiale, ils provoquent un très grand nombre de morts par an et c'est même le premier vecteur de maladie entraînant une mort par des parasites. Alors c'est vrai qu'en France, la notion de mortalité liée aux moustiques est quand même moins importante, largement moins importante et heureusement. Mais ceci dit, ces petites bêtes nous embolisent quand même bien le quotidien. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu la vie du moustique et puis en deuxième partie, comment au mieux les faire disparaître, mais la solution magique pour l'instant n'existe pas, et au pire, comment s'en protéger et les éloigner. Donc, juste un petit point pour comprendre à quoi correspondent ces moustiques. Donc, en fait, ces moustiques sont classifiés en plusieurs genres. Donc, vous avez en gros trois genres, le genre Aedes, le genre Culex et le genre Anopheles. Donc, dans chacun de ces genres, il y a des sous-catégories. Alors, ce qui nous concerne le plus à l'échelon national, ça va être Aedes albopictus, qui correspond au fameux moustique tigre, celui que l'on redoute le plus. On est aussi concerné en France par le moustique commun, qu'on appelle également, sous un nom un peu plus scientifique, Culex pipiens. Et pour finir, l'anophèle. Alors l'anophèle, c'est un peu plus, enfin c'est un petit peu moins fréquent. On le retrouve plus dans le sud-est de la France, en Camargue, en Corse. Et eh bien pour le genre Aedes et l'anophèle, effectivement, il y a un certain nombre de pathologies qui sont associées, qui peuvent être associées à la piqûre de ces moustiques. Le genre Culex, en particulier celui qu'on connaît bien, Culex pipiens, lui c'est un moustique qui nous agace, mais qui ne présente pas, qui n'est pas un vecteur de maladie. Alors, l'évolution de la présence du moustique tigre en France, eh bien, ça date d'il y a quelques années, puisque ce moustique tigre, il est originaire de régions bien lointaines de notre hexagone, puisqu'il est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Et la première fois qu'il a été repéré en France, c'est donc dans le sud de l'hexagone, et c'était en 2004. Donc voilà, présence d'un moustique en 2004 dans le sud-est de la France pour finir 20 ans plus tard par un territoire colonisé à 84 voire 90%. Donc on voit bien que a priori la maîtrise du développement du moustique tigre est quand même très limitée et qu'il a pris ses aises. D'où effectivement l'impact au quotidien que l'on peut avoir dans nos jardins.
Euh, donc, je vais essayer de vous montrer, même si je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pu s'apercevoir qu'un moustique tigre a quand même un certain nombre de différences avec le moustique commun. Alors, le moustique tigre et le moustique commun sont anatomiquement déjà différents. Le moustique tigre va être bien plus petit que le moustique commun. On le reconnaît, alors, il a des ailes qui sont plus foncées que le moustique commun, mais surtout, il présente ces petites zones blanches. Donc, en fait, principalement une ligne blanche au niveau du thorax. Bon, pas forcément très visible quand il vous passe devant, mais en tout cas, ce qu'on visualise vraiment bien, ce sont ces rayures qu'il a sur les pattes et sur le corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est visible à l'œil nu et qui nous permet vraiment de différencier les deux types de moustiques. Mais il n'y a pas que ça en fait qui va les différencier. Alors, je vais juste vous mettre peut-être une image sur laquelle, voilà, vous verrez un petit peu mieux ces anneaux blancs. Donc, il y en a 5 sur les pattes. Et puis, effectivement, vous voyez bien cette ligne blanche au niveau du thorax. Et à côté, j'ai mis une pièce de 1 centime pour vous montrer à quel point il est petit. Vous avez donc noté une différence au niveau structural. Mais, alors attendez, hop, ça c'était un peu vite. Mais il y a également une différence notable dans le mode de fonctionnement, le mode de vie. Donc ça, c'est bien important de le comprendre parce que ben, du coup, on ne va pas agir de la même façon et au même moment de la journée. En fait, ce moustique tigre, lui, il va être présent principalement dans la journée. Donc, début de matinée, il est présent un petit peu tout au cours de la journée, mais il va reprendre son activité en fin de journée. Par contre, la nuit, il disparaît. Il fait comme nous, il va se coucher. Donc, quand vous vous faites piquer la nuit, bah, en fait, c'est pas lui le responsable. C'est le moustique commun qui, lui, a une activité nocturne. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit parce qu'en fait, le moustique commun, lui, est bruyant. Donc, c'est ce petit bruit bien agaçant quand vous essayez de dormir. Alors que le moustique tigre, lui, est silencieux. Le moustique commun a un vol qui est assez lent. Donc, au final, on arrive à bah, le tuer assez rapidement. Alors qu'effectivement, le moustique tigre, c'est compliqué. Ce qui est important de garder à l'esprit également, et je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce moustique tigre, alors, il vole rapidement, mais il vole pas très bien. Et surtout, il vole pas très loin. Donc, à partir du moment où vous voyez un moustique tigre que vous faites piquer par lui, bah, sachez qu'en fait, il vient de chez vous ou d'un de chez vos voisins. Parce qu'en fait, il a une zone dans laquelle il va évoluer qui est en fait très restreinte. En gros, c'est 150 mètres. Donc, c'est là que l'on comprend bien que l'on doit agir tous individuellement au niveau de nos habitats. Parce qu'en fait, il y a effectivement des actions via les municipalités pour avoir des actions larvicides, essayer de diminuer la prolifération. Mais si chacun, on n'intervient pas à titre personnel chez nous, bah, en fait, les municipalités pourront faire ce qu'elles veulent. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Si votre voisin à côté n'agit pas, et ben en fait, c'est peine perdue. C'est un petit peu comme la chasse aux poux. C'est pareil. Si vous traitez vos enfants, mais que les autres parents ne traitent pas dans la classe, et ben on n'arrivera jamais à éradiquer ces petites bêtes. Donc, c'est important de distinguer ces deux types de moustiques qui ont bien colonisé le territoire. Le moustique commun, il fait du bruit, il vole la nuit, il est un petit peu plus gros et on arrive facilement à le tuer parce qu'il vole lentement. Le moustique tigre, lui, va évoluer plus en journée, avec une plus grande activité le matin et en fin de journée. Il est plus petit, il a un vol très lent
et il est silencieux. Donc, le moustique commun, bon, c'est pénible, ça nous pique, ça fait du bruit, ça nous empêche de dormir, mais il n'y a pas d'impact santé particulier. En revanche, le moustique tigre, c'est quand même important de s'en défaire parce que effectivement, ça pique, ça gratte, mais il y a également un impact au niveau de la santé publique qui n'est pas négligeable. Alors, quel est cet impact? Eh bien, c'est très simple, c'est que c'est un moustique qui est vecteur de maladie. Donc aujourd'hui, quel type de maladie va pouvoir transmettre? Ben, principalement trois maladies dont vous avez très probablement entendu parler. Vous avez le chikungunya, la dengue et le Zika. Donc, ce ne sont pas des maladies que l'on trouve normalement en France. Donc, c'est ce qu'on appelle des maladies importées. Importées par qui? Une fois que je vous aurai expliqué un peu la symptomatique de ces maladies, je vous expliquerai de façon plus précise. C'est en fait importé par des voyageurs qui sont partis à l'étranger. Donc, ces maladies-là, le chikungunya, la dengue et le Zika, ce sont des maladies qui ont une émergence de plus en plus importante. Par exemple, si je prends le cas du chikungunya, on avait 26 cas en 2024. Aujourd'hui, on en recense 900. La dengue, on est à peu près à allez, 4500, 4700 cas aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 14 fois plus qu'en 2022. Donc, il y a vraiment une augmentation. C'est rarement létal, très rarement létal, mais c'est quand même des choses, en particulier pour le chikungunya, ce sont des pathologies qui, même si elles n'entraînent pas la mort sur le territoire, eh bien, on peut avoir quand même des conséquences, des douleurs articulaires, des fatigues chroniques qu'on garde quand même sur du long terme. Donc l'idée, c'est quand même de s'en protéger. Donc la symptomatique, eh bien, elle apparaît, alors en fonction de la maladie, entre 3-4 jours et 14 jours. Chikungunya, dengue, vous avez une incubation, c'est-à-dire le temps de déclarer les premiers symptômes après la contamination, de entre 3 et 7 jours. Zika, c'est un petit peu plus long, ça peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, chikungunya et dengue, on est à peu près sur la même symptomatique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fièvre importante avec une apparition brutale, des maux de tête. Il peut y avoir aussi des douleurs au niveau des yeux, au niveau des orbites, et des douleurs articulaires, musculaires. Donc ça, si on a voyagé et que au bout d'une semaine, en gros, on revient et qu'on a la fièvre, des maux de tête importants, il peut y avoir des nausées associées, des douleurs articulaires, il faut vraiment consulter. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qu'il faut déclarer. Parce que nous, l'idée, c'est de se protéger, mais quand un cas est diagnostiqué positif, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut isoler de telle sorte à ce qu'il ne soit pas piqué par un moustique qui rendrait ce moustique contaminant et qui contamine après des gens sains. Donc ça, c'est extrêmement important. Zika, on est sur une symptomatique qui va être un petit peu différente. C'est-à-dire que ça, il va y avoir une fièvre qui va être beaucoup plus modérée, apparition peut-être moins brutale, mais surtout, vous trouverez associé au déclenchement de la maladie Zika une éruption cutanée. Donc, avec des démangeaisons qui peuvent être plus ou moins importantes, mais voilà, vous avez vraiment cette irruption qu'on ne trouve pas forcément dans le cas du chikungunya ou de la dengue, et vous avez toujours ces douleurs articulaires, voire musculaires, ces maux de tête,
mais vraiment cette éruption cutanée. Donc, ce qui caractérise et différencie chikungunya, dengue de Zika, c'est la fièvre avec une apparition brutale. Ce qui différencie Zika, ça va être vraiment cette éruption cutanée avec des démangeaisons. Dans les deux cas, vous trouverez les douleurs articulaires et les maux de tête, éventuellement les nausées. Concernant la maladie Zika, ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir une transmission de la femme enceinte à son bébé. Donc, il y a vraiment une transmission fétale avec une neurotoxicité qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le fœtus. Donc, c'est important quand on est enceinte, et je reviendrai après à la fin sur les moyens de prévention, c'est très important de se protéger parce qu'il y a cette transmission. Autre importance, c'est de savoir que lorsqu'on est contaminé par un moustique et qu'on développe la maladie Zika, il peut y avoir plusieurs mois après l'infection une transmission par voie sexuelle du parasite. Voilà. Donc, la maladie Zika, c'est une maladie qui a une apparition, une symptomatologie différente et qui a vraiment une transmission. D'où l'idée de se protéger quand on est une femme enceinte ou tout simplement quand on a été contaminé, puisqu'il y a cette transmission par voie sexuelle. Alors, cette transmission, comment elle va se passer? Eh bien, ça va être très simple. Donc, en fait, il faut bien garder à l'esprit que tous nos petits moustiques tigres qui naissent en France sont sains. C'est-à-dire qu'un moustique tigre qui naît en France, qui naît chez votre voisin, dans votre jardin ou dans votre lotissement, il est sain. Donc, la seule chose qu'il va faire, c'est vous embêter le matin, le soir et bon, un peu tout au long de la journée avant qu'il aille se coucher la nuit. Ce qui va le rendre contaminant, c'est quand il va rencontrer quelqu'un qui est malade et qui vient de l'étranger. Donc, cette personne malade qui vient de l'étranger, on appelle ça un cas autochtone. Donc, le moustique va piquer cette personne qui a voyagé dans les zones tropicales. Il va donc piquer cette personne, le moustique va s'infester. Il y a nécessité en fait, il va prélever le parasite pendant son bol alimentaire, pendant qu'il va prélever son bol alimentaire, donc il va prélever le sang, et donc ce parasite va se mélanger au niveau de son estomac. Ensuite, il va y avoir donc cette période d'incubation qui dure souvent 2-3 jours, le temps qu'en fait ça passe du bol alimentaire du moustique dans sa salive. Donc ça prend à peu près 2-3 jours. Et puis après, ce petit moustique, il va se promener un petit peu partout. Il va devoir aller se renourrir, piquer une personne saine de pas loin, enfin proche de son lieu d'habitation. Donc en allant se renourrir et prendre un petit peu de sang je vais vous expliquer à quoi va servir ce repas sanguin, il va réinjecter le parasite dans cette personne saine. Cette personne saine va avoir à peu près 5 à 7 jours d'incubation pour devenir symptomatique au bout de ces 7 jours. Et c'est ce qu'on appelle un cas autochtone. Donc, vous avez bien compris, le petit moustique qui naît, il est sain. Pof, il rencontre un cas importé qui revient de voyage. Le moustique s'infeste. Il y a cette période d'incubation qui lui permet de devenir vecteur de la maladie. Il va piquer quelqu'un du voisinage qui est sain, il va l'infester, cette personne va va développer les symptômes au bout de 5 à 7 jours et c'est ce qu'on appellera un cas autochtone. Et si ce cas autochtone
ou ce cas importé ne sont pas diagnostiqués, et c'est vraiment l'importance, eh ben, c'est des gens qui vont se promener dans la nature, qui vont rencontrer d'autres moustiques tigres, puisqu'on a bien vu qu'on est infesté hein, à hauteur de 84 à 90%, et les petits moustiques tigres sains vont se réinfester, etc., etc. Et c'est comme ça ben, qu'on se retrouve avec des cas qui se multiplient, qu'on passe de 24 cas de dingue à 900 cas aujourd'hui. Donc, au-delà du confort quand on fait nos barbecues dans la journée ou quand on va prendre notre petit apéritif sur la terrasse, il y a vraiment cet enjeu de santé publique, puisque encore une fois, même si sur le territoire, ça ne crée pas beaucoup de décès. Ça va être plus le cas sur des personnes fragilisées, des personnes immunodéprimées, des personnes âgées. Eh bien, lorsqu'on est infecté, on peut quand même garder des troubles qui persistent, qui perdurent et qui sont quand même pas agréables au quotidien. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre pourquoi chacun, on doit lutter contre ces moustiques, éviter la prolifération pour nous assurer un confort, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent ben voilà, d'avoir des maisons et d'être chouette d'habiter, d'être content d'habiter en maison, mais de ne pas pouvoir en profiter. Ben derrière, il y a quand même cet enjeu, effectivement, de santé publique qui est important et qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Donc, ce moustique tigre, eh bien, il va falloir s'en débarrasser. Donc, comment on va faire pour s'en débarrasser? Ben, déjà, avant d'espérer le tuer, eh ben, on va essayer de comprendre comment il arrive dans nos jardins. Et l'idée, c'est peut-être d'agir à l'origine des origines de ce moustique. Donc, en fait, il faut bien comprendre le cycle de vie du moustique. Donc, comme vous voyez sur cette diapositive, il y a deux cycles. Le moustique, il a une vie aérienne et il a une vie aquatique. Donc, sa première vie va se faire dans l'eau. Et c'est si on va agir en prévention, c'est-à-dire éviter cette multiplication de moustiques, il faut agir vraiment sur cette phase-là. Donc, comment ça se passe? Alors, en fait, il faut comprendre que il y a deux moustiques. Il y a un moustique tigre femelle et un moustique tigre mâle. Le moustique tigre femelle et mâle vont s'accoupler. Donc, la femelle va se gorger de semences et du coup, le mâle va disparaître. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fécondé la femelle, il n'a plus d'intérêt, un grand intérêt, et donc il va vivre en gros une dizaine de jours et puis il meurt. La femelle, elle a vraiment un rôle de reproduction, donc elle a une durée de vie qui est beaucoup plus importante. Le mâle, 10 jours, la femelle, c'est entre 4 à 6 semaines, donc en gros 1 à maximum 2 mois. Donc ils se sont accouplés, la femelle s'est chargée de la semence du mâle, et donc elle va avoir cette capacité de s'auto-féconder. Elle n'a plus besoin du mâle qui, lui, a disparu. Donc, elle va s'auto-féconder et elle va donc produire des œufs. Sur tout son cycle de vie, donc c'est 4 à 6 semaines, elle va être capable de n'importe quoi, de pondre 4 à 5 fois. À chaque fois qu'elle va pondre, c'est en gros 150 œufs. Donc, sur 4 à 5 pontes, on est à peu près à 600-750 œufs, sachant que chaque œuf va donner un petit moustique. Vous comprenez pourquoi la carte que je vous ai montrée tout à l'heure est toute rouge. C'est-à-dire que ça se développe à une vitesse folle. Le cycle de la vie aquatique, c'est à peu près 5 jours. Donc, à chaque fois que la femelle pond 150 œufs, et ben 5 jours après, on peut partir du principe qu'on va se retrouver avec 150 petits moustiques. Donc, voilà, les barbecues deviennent très compliqués, effectivement. Ces petits œufs,
ils sont noirs gluants, donc on ne les voit pas à l'œil nu, et parce qu'en fait, ils mesurent moins d'1 millimètre. Et donc, alors en fonction des espèces, soit ils sont déposés de façon unitaire, soit ils sont déposés en grappes. Dans le cadre du moustique gris, tigre, je vais y arriver, ce sont des grappes qui sont déposées. Alors, soit ils sont déposés à la surface de l'eau, soit ils peuvent être déposés aussi comme sur une surface rigide, en attendant un contact avec de l'eau pour évoluer. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est toute la difficulté, c'est que ces œufs, ils peuvent être présents toute l'année, de janvier à décembre. Ils résistent très bien parce qu'ils ont une espèce de coque assez costaud qui leur permet de traverser tous les mois de l'année. Et alors forcément, avec les automnes qui sont de plus en plus doux, ça leur permet d'attendre tranquillement les conditions favorables pour éclore. Mais du coup, ces œufs, ils sont capables de traverser toute l'année en attendant le moment le plus favorable pour donner une petite larve. Les larves, elles, on les retrouve en gros du mois d'avril au mois d'octobre. Et puis, les moustiques adultes, le temps que la ponte se fasse, que les œufs mûrissent et que les larves sortent, c'est en gros mars-avril jusqu'à fin novembre. Donc, vous voyez qu'en gros, on est quand même très peu épargné sur l'année. Donc, dites-vous bien qu'on est envahi par des dépôts d'œufs toute l'année. Donc, ces œufs sont accrochés donc sur des surfaces rigides lorsqu'ils vont être en contact avec de l'eau. Eh bien, là, ils vont se transformer en larves. Donc, l'œuf, pour donner un petit embryon, pour que le petit embryon se développe à l'intérieur, il faut à peu près 2-3 jours. Une fois que l'embryon s'est développé, la coquille explose. Et c'est là qu'est libérée la larve. Cette larve, elle va évoluer sous forme de 4 phases. Et à chaque fin de phase, elle va muer. Une fois qu'elle a effectué ces 4 mues, elle se transforme en nymphe. Au bout d'1 à 2 jours, la nymphe a évolué et devient un adulte. Qu'est-ce qui se passe sur cette transformation de larve à l'adulte? La larve, sur ces 4 stades, elle va avoir besoin d'un espèce de petit tuyau qu'elle a au-dessus qui va lui permettre d'aller récupérer à la surface de l'eau de l'oxygène. Pour grandir et traverser ces 4 stades, la larve a besoin d'oxygène pour respirer et de se nourrir. Donc, elle va se nourrir des espèces de débris d'algues qu'on retrouve dans l'eau stagnante. Et surtout, pourquoi on parle toujours de cette eau stagnante et qu'au-delà de tout ce qu'on va voir, tout ce qui s'offre à nous pour avoir un effet répulsif, la chose la plus importante sur laquelle il faut lutter, c'est l'eau stagnante. Pourquoi? Parce que la larve, sans eau stagnante, elle ne peut pas se développer. Si l'eau bouge, elle ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'avoir, un peu comme un tuba en fait, une eau stagnante qui lui permette d'amener juste à la surface de l'eau ce petit tuyau qui lui permet de récupérer de l'oxygène. Si l'eau bouge, la larve, elle va pas réussir à garder cette espèce de petit tuyau, cette espèce de petit tuba suffisamment à la surface pour aller chercher cet oxygène. Et donc, elle se développe pas. Cette larve donc se transforme en nymphe. Donc la nymphe va aller récupérer, la larve va aller récupérer cet oxygène sur ces 4 stades et se nourrir. Quand elle devient nymphe, la nymphe arrête de se nourrir, mais elle a toujours besoin de ce tuba pour aller chercher l'oxygène. Donc sur ce stade larve-nymphe, qui va durer à peu près 4-5 jours, eh bien si
on n'a pas d'eau stagnante, s'il y a de l'eau mais qu'elle n'est pas stagnante, il n'y aura pas ce développement-là et donc pas d'adultes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on entend tout le temps, pas d'eau stagnante, pas d'eau stagnante, pas d'eau stagnante. Et on n'a pas besoin d'avoir une mare, d'avoir une piscine qu'on laisse à l'abandon. Juste un petit bouchon rempli d'eau suffit à l'adulte, à la femelle, pour aller déposer ces 152. Ils sont microscopiques, un petit bouchon, un bouchon de bouteille de bière qu'on a ouvert et qu'on a laissé tomber dans le jardin sans s'en rendre compte, ça suffit. Donc une fois que il y a naissance de l'adulte, et ben on repart sur l'idée de un mâle, une femelle, l'accouplement, etc. Donc, ce qui est aussi très important de savoir, c'est que en fait, seule la femelle va piquer. Pourquoi il n'y a que la femelle qui pique? Eh ben, en fait, c'est très simple. C'est parce que c'est elle qui assure la prolifération de l'espèce. Donc, euh, elle a besoin de piquer parce que avant de pondre, elle a besoin d'avoir des œufs qui vont arriver à maturité. Ces œufs, pour arriver à maturité, eh bien, ils ont besoin de protéines. Ces protéines, elle va aller les chercher où? Elle va aller les chercher tout simplement dans le sang qu'elle va vous prélever. Donc, elle arrive, elle vous pique pour vous prélever ce sang et être sûr que vous l'écrasiez pas avant que elle prélève son repas très riche en protéines qui va lui permettre de faire grandir ses œufs, eh bien, elle va vous injecter des substances qui sont anesthésiantes. Donc, ça lui permet de faire ce repas sanguin sans que personne s'aperçoive de rien. Et elle injecte aussi, au travers de sa salive, des anticoagulants qui permettent de fluidifier ce sang qu'elle vous prélève, puisque bon, on a quand même plein de facteurs anticoagulants dans notre sang, justement pour éviter les risques hémorragiques en cas de plaie. Et donc elle, si elle fluidifie pas ce sang, elle n'arrive pas à le prélever dans sa pompe. Donc, dans sa trompe, pas dans sa pompe. Donc, du coup, elle arrive silencieusement. Je vous rappelle que le moustique tigre ne fait pas de bruit. Elle se pose sans que vous ne vous en aperceviez. Elle vous injecte des agents anesthésiants. Donc, elle vous pique, vous ne vous en rendez pas compte. Elle fait son repas sanguin. Elle le fluidifie pour en aspirer le plus possible. Du coup, elle se gorge de sang, de protéines, ce qui lui permet de faire grandir ses œufs, mûrir ses œufs qu'elle va aller déposer et puis ensuite s'ensuit ce cycle dans la vie aquatique dont je vous ai parlé. Et on s'aperçoit qu'elle nous a piqué, et ben juste quand elle part, parce qu'en fait ces facteurs anticoagulants et ces substances anesthésiantes créent une irritation au niveau de la plaie de la peau qui crée une irritation, donc une irritation, une inflammation, et c'est ça qui crée ces démangeaisons. Voilà. Donc, ce ne sont que les femelles qui vous piquent parce que ben, leur but, c'est pas d'être méchante avec vous, c'est juste d'aller nourrir leurs petits œufs. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, il y a quand même pas mal de choses à savoir pour limiter cette prolifération de moustiques. Donc, la première des choses, eh bien, c'est ce que je vous disais, ça va être absolument de limiter tout ce qui est eau stagnante. Donc, les municipalités agissent, mais ça, on ne sera jamais plus efficace que si on agit à titre individuel. Et il faut juste savoir et puis réfléchir à tous ces petits recoins du jardin
du balcon qui peuvent permettre à cette eau de stagner. Donc encore une fois, j'insiste, tous ceux qui participent à ce petit webinaire, transmettez les informations, proposez aux gens d'aller revoir le webinaire en replay, parce que c'est chaque effort individuel qui fera que collectivement, la vie sera plus agréable. Donc, à quoi on peut penser? Alors, déjà, on peut penser à toutes ces petites coupelles que l'on met pour retenir l'eau. Là, cette semaine, il va faire très chaud. Alors, partout en France, on va avoisiner les 30 degrés. Donc, pour pas que nos plantes ben, décèdent et pour qu'elles survivent à ces périodes de forte chaleur, on a tendance à remplir des coupelles d'eau de telle sorte à ce que ben, les racines aillent puiser cette humidité. Donc c'est très bien, sauf que cette eau, même s'il y en a très peu au fond de la coupelle, c'est le meilleur moyen enfin un des meilleurs moyens, pour que nos petites femelles viennent se réfugier et pondre. Donc là, l'idée, c'est pas de laisser mourir nos plantes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a un moyen très simple pour maintenir cette humidité, mais qu'il n'y ait pas suffisamment d'eau pour que les femelles pondent ou que les œufs se développent. Ça va être quoi? Eh bien, ça va être effectivement de remplir ces coupelles de sable et par-dessus, vous versez de l'eau ou de petits graviers. Mais il faut vraiment que les graviers aient une granulométrie très faible, de telle sorte que l'eau recouvre, soit presque absorbée par ces gravillons. C'est pour ça que le sable, c'est peut-être le mieux, et maintiennent cette humidité sans jamais laisser un résidu d'eau flotter. Donc ça, c'est une solution, c'est très efficace pour la plante et c'est très efficace contre la lutte du dépôt d'œufs par les femelles Aedes. Ensuite, tout ce qui est bac de réserve d'eau, les récupérateurs d'eau, ça, ce qui est important pour permettre d'éviter, parce que ces œufs, je vous ai dit, ils sont encore une fois absolument invisibles à l'œil. Donc, vous ouvrez le couvercle et vous mettez dessus une moustiquaire très fine et vous venez refermer votre récupérateur d'eau ou votre bac stocker. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Dans les bassins d'agrément, alors, il y a plusieurs possibilités que vous pouvez associer. Soit vous y mettez des poissons qui vont brasser l'eau de façon continuelle, pardon, ou vous pouvez y mettre des petites pompes aussi. L'important, c'est que y ait, ce qui est compliqué, c'est pas qu'il y ait cette eau. Ce qui est compliqué, c'est que l'eau stagne. Donc, à partir du moment où il va y avoir un filet qui coule par une pompe, trois, quatre petits poissons qui vont faire bouger l'eau, on est bon. Voilà. Nos petites larves, nos petites lymphes, elles auront beau essayer d'aller récupérer l'oxygène, elles n'y arriveront pas et donc elles vont mourir. C'est pareil pour les piscines. Soit vous les bâchez complètement de façon hermétique. Attention, je vous dis, un petit moustique tigre, c'est plus petit qu'une pièce 1 centime. Donc, l'idée, c'est de bâcher de façon assez hermétique, mais sur une grande piscine, c'est un peu compliqué. Soit, eh ben, vous faites fonctionner rapidement et régulièrement la pompe. Bah, soit vous y baignez le plus souvent possible, ce qui est quand même le but d'une piscine. Attention également à tout ce qui est gouttière, rigole, regard d'évacuation. Les regards, c'est pareil, vous pouvez y mettre à l'intérieur une moustiquaire. Les gouttières et les rigoles, montez sur les toits pour vérifier que automne, hiver, à l'arrivée du printemps, il n'y ait pas des feuilles qui un petit peu bouché ces zones-là, ces zones d'évacuation, et qui feraient des petites rigoles dans lesquelles stagne l'eau. Voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, le toit
Alors c'est encore plus vrai sur les toits plats, qu'ils soient végétalisés ou non. Il faut penser à monter sur les toits pour vérifier ce qui s'y passe. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petit cul-de-sac dans lequel il y aurait un petit amas d'eau? Voilà. Donc ça, c'est important et c'est important de le faire tout au long de l'année parce qu'encore une fois, je vous rappelle, les œufs, ils sont pondus et ils peuvent attendre gentiment toute l'année les conditions favorables pour éclore. Attention aussi au matériel de jardin. Des fois, ben voilà, on arrose souvent, donc on peut avoir par facilité l'arrosoir accroché au robinet extérieur. Ou bah, des fois, on a les enfants qui jouent dans le jardin et il peut y avoir par exemple un bac à sable avec des petits moules pour faire des petits châteaux. Et puis les petits moules sont laissés à l'abandon ou je sais pas des petits camions, des petits tracteurs. Qui permettent aux enfants de jouer dans l'herbe. Et puis, ben voilà, c'est pas forcément rangé tous les soirs, c'est laissé à l'abandon. Et puis, un peu de rosée, un peu de pluie une nuit, et hop, eh ben, ça s'accumule et puis on pense pas le lendemain parce qu'on doit préparer les enfants à aller travailler que effectivement il pourrait y avoir un petit peu ce stockage. Donc bah, le problème c'est pas la nuit puisque je vous ai dit le moustique tigre dort la nuit, mais inutile de vous dire que la femelle va se régaler dès le réveil. Vous partez travailler et elle ira pondre. Voilà. Donc le l'arrosoir, si vous voulez pas aller le chercher au fond du garage, c'est pas un souci, mais pensez à le retourner. Et ça, il faut vraiment y penser aussi quand on part en vacances. On part 15 jours en vacances. Là, ça va être la saison estivale. Faites le tour avant de partir. Retournez, remplissez les coupelles de sable, retournez les arrosoirs. Voilà, c'est vraiment important de faire un tour du jardin, un tour du balcon, en regardant avec un œil aguerri pour se dire dans quoi l'eau peut stagner. Et si chacun fait ça tous les jours, après, c'est une hygiène de vie. On le fera presque de façon automatique. Mais si chacun fait ça, eh ben, dans un cercle de 150 mètres, petit à petit, on va réussir à diminuer. Aujourd'hui, on considère qu'il faut à peu près 10-15 jours pour éliminer complètement les moustiques tigres sur une zone restreinte. Donc, si dans un périmètre de 150 mètres, tout le monde fait ça, et ben on pourra réussir à éliminer de façon drastique les moustiques. Mais là, on s'est laissé envahir avec bah, tous ces petits recoins dans lesquels ils sont allés se réfugier et dans lesquels ils se sont bien plu. Et ben, du coup, maintenant, il faut essayer de faire marche arrière avec cette prise de conscience vraiment au quotidien. Donc après, bah, il existe quand même un certain nombre de choses que l'on peut faire, alors bon, qui sont plus ou moins efficaces. Donc pour comprendre sur quoi on peut agir, donc je vous ai dit, il faut comprendre de façon vraiment primordial le cycle de vie et de reproduction du moustique, ce qui permet de vraiment comprendre pourquoi cette histoire d'eau stagnante est fondamentale. Et puis, il faut aussi comprendre comment le moustique nous pique. Donc, effectivement, pourquoi il nous pique? Ben parce que la femelle a besoin de sang, de protéines pour arriver à mener à maturation ses œufs et pondre. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va nous trouver? Eh ben, ça va être le dégagement de CO2 au niveau de notre respiration, notre odeur de transpiration, voire certains parfums. Alors, certaines odeurs les éloignent. Alors, c'est un petit plus, mais c'est pas foufou comme efficacité. Par contre, il y a aussi bah, des parfums qui peuvent les attirer et certaines odeurs de peau qui les attirent plus. Alors, il y a un débat aujourd'hui autour aussi du groupe sanguin. A priori, il semblerait qu'effectivement ce soit le cas sans que rien ne soit vraiment prouvé à 100%. Bon, après, on va pas changer de groupe sanguin, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer d'agir peut-être différemment. Euh,
je voulais. Donc, le moustique tigre, lui, ce qui est important, c'est que, en fait, il ne pique que l'être humain. Tous les moustiques ont besoin de sang, mais il y a des genres de moustiques qui peuvent aller de piquer des animaux à sang froid, par exemple la grenouille, par exemple le serpent. Mais le moustique tigre, lui, il a besoin de l'humain. Qu'est-ce qui l'attire chez l'humain? Donc, c'est ce CO2 qui est dégagé, cette odeur de transpiration. Donc, si c'est ce qui l'attire, eh ben, on va essayer de s'en défaire. On peut retrouver des pièges. Hop, c'est ça que je... Donc ça, ce sont des pièges qui sont bon, qui ont un certain coût, hein, mais qui ont vraiment montré une efficacité. Donc il y a deux types de pièges, en sachant que le piège que vous trouvez à droite, correspond au piège par attraction par l'eau et par le CO2, là, ce sont les pièges les plus efficaces. Donc, on va commencer par le piège qui attire les moustiques. Donc, la femelle est attirée par la présence de l'eau au fond du piège. Par-dessus, il y a une espèce de petit grillage. Et au-dessus, donc, vous avez un cône avec un trou, donc qui est l'entrée. Le moustique rentre par là, attiré par l'eau. On peut y mettre aussi des débris de feuilles. Comme ça, il y a vraiment cette côté un peu eau stagnante et milieu nutritif qui va attirer la femelle. Donc la femelle va rentrer par ce petit trou, elle est attirée par l'eau. Alors, elle peut pas passer pour aller pondre puisque il y a ce filet qui va l'en empêcher. Et donc là, elle se rend compte qu'elle peut pas aller pondre, donc elle va vouloir partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Le bord du piège est entouré d'un espèce de plastique transparent. Et donc, en fait, elle va essayer de s'échapper par les côtés parce qu'elle ne va pas repasser par le trou d'en haut. Je vous rappelle qu'elle vole mal. Elle vole lentement, sans bruit et mal. Donc, elle ne va pas pouvoir viser ce petit trou en haut par lequel elle est rentrée pour s'échapper. Donc, elle va s'échapper par les côtés. Sauf que les côtés sont recouverts de feuilles collantes, un peu comme vous savez, les espèces de serpentins là, sur lesquels les mouches se collent. Et donc, elle va finir par mourir de façon un peu barbare, collée au plastique. Voilà. Donc ça, ce sont des pièges bon, qui ont un certain coût, mais qui fonctionnent. Et donc vous avez l'autre version, qui est à peu près le même principe. Alors des fois, vous trouvez aussi des versions avec un... En fait, les moustiques sont attirés et puis il y a une espèce de petit ventilateur qui les coince et les aspire. Bon, le principe après est le même. Donc, vous avez le même principe avec cette attraction par l'eau, mais combinée à une bouteille de CO2 qui va disperser du CO2 qui va recaler en fait notre respiration. Vous avez également le même fonctionnement avec des espèces de cartouches qui libèrent des phéromones qui miment en fait l'odeur que libère notre peau. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne. C'est peut-être ceux qui fonctionnent le mieux d'ailleurs, mais c'est un certain coût. Alors certaines municipalités fournissent avec un prix un peu plus attractif ce genre de pièges. Et il peut y avoir aussi des achats groupés de bouteilles ou des achats groupés de cartouches de phéromones. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est des choses effectivement qui ont un coût qui ne sont pas négligeables. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est répulsif, et bien un petit peu naturel. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve très communément, avec effectivement plus ou moins d'efficacité. Alors, ce qui est sûr, c'est que les moyens mécaniques, c'est efficace. Moyen mécanique, c'est un ventilateur.
je vous ai dit, le moustique tigre, il vole mal. Donc, si vous lui envoyez de l'air via un ventilateur, il va avoir du mal à garder le cap pour se poser sur vous. Donc, ça peut être alors, au-dessus du lit. Bon, c'est plus, ça marche mieux pour la sieste puisque je vous dis que la nuit, ça sera pas le moustique tigre qui vous piquera, mais ça marchera aussi sur le moustique commun, hein, donc pourquoi pas. Donc, ces espèces de ventilateurs, alors soit sur le côté sur pied, soit celui qu'on a au-dessus de la tête. En ce moment, il y a les ventes explosent. Le moustique tigre en particulier, ne supporte, enfin, est très mal à l'aise quand il fait froid. Donc, une chambre à 18 climatisée, ben, c'est un super moyen, c'est pas très écologique, certes, mais c'est un bon moyen de lutter contre les moustiques. Vous avez les moustiquaires, tout simplement. Alors là, il faut quand même bien vérifier qu'il ne se passe plus rien dans la chambre et avant d'installer les moustiquaires, sinon vous les empêchez de sortir. Mais par exemple, s'il fait chaud, vous pouvez, et que vous n'avez pas de moustiquaire, vous pouvez ouvrir en grand les fenêtres et mettre face à la fenêtre un ventilateur. Voilà. On n'a pas tous la clim, ou on supporte pas tous la clim, donc ça peut fonctionner. Et si on veut fonctionner avec les fenêtres ouvertes, une fois qu'on a bien vérifié qu'il n'y a plus de moustiques, eh bien, on peut mettre des moustiquaires. Ou mettre des moustiquaires pour le moustique commun au-dessus de lit. Bon, tout ça, c'est des choses qui marchent très bien. Ensuite, vous avez les petits tourbillons fumigènes. Donc ça, vous pouvez le mettre sous la table. Alors souvent, il faut quand même en avoir deux, trois sous la table. Et en fait, vous allumez, vous éteignez la flamme et ça fait une fumigation qui libère les moustiques. Ça marche pas mal. Bon, c'est pas toujours très naturel. Donc, je l'ai classé dans les naturels parce qu'il y en a qui sont très naturels, mais il y en a d'autres, faites attention, il y a aussi des produits insecticides. Vous avez les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, vous avez l'eucalyptus citronné qui fonctionne réellement bien. Je vous ai mis après une petite recette si vous voulez diffuser. Donc, avec de l'eucalyptus citronné, du géranium et de la lavande fine. Alors, citronnelle ou eucalyptus citronné, ça marche. Donc ça, vous en faites une petite fiole et vous mettez des gouttes dans un diffuseur que vous allez allumer peut-être avant d'aller vous coucher. Donc là, bon, faites attention, jamais dans le cas où il y aurait des personnes épileptiques, des personnes asthmatiques, des enfants en bas âge, voilà. Allez demander conseil quand même à la pharmacie pour savoir dans quelles conditions vous pouvez diffuser ce genre de choses. Quoi vous dire de plus? Alors après, il y a des plantes effectivement qui pourraient être répulsives. Bon, l'action n'est pas folle, mais on peut mutualiser ça avec d'autres, voilà, la bougie à la citronnelle, les plantes, la diffusion. Bon, voilà, en sachant que je reviens quand même, la méthode la plus efficace, c'est agir chacun sur l'eau stagnante, nous et les voisins. Et puis enfin, vous avez ces espèces de lumières là avec des choses qui grillent. Bon, alors le moustique tigre, lui, il n'est pas du tout attiré par la lumière, donc ça fonctionnera pas forcément. Ça fonctionnera peut-être sur les autres moustiques, mais au final, on tue aussi pas mal d'autres insectes. Bon, voilà. Donc ça peut être une solution sans que ça soit la solution. Pour finir, vous pouvez essayer de créer vous-même votre piège à CO2. Alors, ça peut marcher dans un endroit très confiné, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe que le gros piège que je vous ai montré. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher, mais ça reste moins efficace. Donc, l'idée, c'est que vous allez mettre dans une bouteille, vous coupez en deux, vous retournez
la partie haute de la bouteille pour en faire une espèce d'entonnoir. Et vous allez faire un milieu qui va attirer le moustique, c'est-à-dire essayer de recalquer notre peau et ce qu'on dégage. Donc, vous allez essayer de recréer un univers qui va attirer le moustique en mettant de l'eau, du sucre et de la levure sèche du boulanger, qui est préférable à la levure fraîche. Donc, la levure va dégager du CO2 et le moustique va être attiré. Voilà. Donc, ça peut marcher. L'efficacité est bon, un petit peu limitée. Si on fait que ça, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est en mutualisant les voies d'action que ça fonctionnera. Et ensuite, vous retrouvez, pour conclure, les répulsifs donc chimiques. Donc là, en fait, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez les produits à base de DIT ou icaridine, je vais y arriver. Vous avez tous les produits à base d'IR3535. Donc ça, ce sont que des produits chimiques. Vous avez des sprays répulsifs qui seront à base d'huile essentielle, de citrodiol, etc. Et vous avez les répulsifs chimiques. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du Zika avec les femmes enceintes. Les femmes enceintes, elles ont vraiment intérêt à se protéger avec des vêtements longs, des moustiquaires et des produits, des répulsifs à base de produits chimiques. Alors certes, quand on est enceinte, on a peut-être envie de s'entourer que de produits naturels, sauf que là, il y a quand même un enjeu de santé. Donc, sachez que aujourd'hui, le CRAT, qui est le centre de référence des agents tératogènes, donc c'est le site officiel, vous tapez CRAT sur Internet et vous pouvez aller voir tout ce que vous pouvez prendre ou surtout pas prendre pendant la grossesse ou pendant la période d'allaitement. Donc le CRAT s'est positionné en disant que les répulsifs à base de DIT peuvent être utilisés donc pendant la grossesse et qu'il y a un recul suffisamment important sur l'utilisation pour en conclure qu'il n'y a aucun effet malformatif sur le fœtus et en néonate. Voilà, donc le DIT pour les femmes enceintes, c'est OK. L'IR35, 35, pas forcément. Et surtout, regardez bien si sur vos flacons de spray répulsif, il y a bien écrit anti-moustique tigre. Voilà. Parce que peut-être que la concentration, peut-être qu'il y a la bonne molécule, mais que la concentration ne sera pas suffisamment importante pour avoir cet effet répulsif sur les moustiques tigres. Voilà. Donc, voilà, j'essaie de balayer rapidement tous les tenants et les aboutissants, mais si vous devez retenir une chose, c'est que le moustique commun, on sait comment le repérer. Bon, il nous agace, mais il n'est pas méchant. Le moustique tigre, il y a un enjeu de santé publique. Il faut absolument limiter la prolifération parce que ça devient vraiment exponentiel. Et le meilleur moyen, c'est agir sur l'eau stagnante. Et puis après, vous pouvez revenir sur tous les autres moyens, mais l'eau stagnante, et vous et vos voisins. Voilà, je vous souhaite un bel été et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Audrey pour votre intervention. Merci à tous d'avoir participé. Je vois qu'il y a quelques questions alors, auxquelles on peut y répondre avant de terminer. Il est toujours compliqué de vider les regards d'évacuation des eaux pluviales en introduisant une pastille de chlore. Est-ce que cela suffirait? Alors, le meilleur moyen, c'est le moyen technique, mécanique. Donc, en fait, c'est de soulever le regard. Et souvent, il y a quand même une espèce de petite rigole au bord du regard. Et en fait, vous y mettez à l'intérieur un bout de moustiquaire que vous découpez et vous y appliquez la plaque. Il y a une plaque et ça sera le meilleur moyen. C'est-à-dire que même s'il y en a à l'intérieur, plutôt que de jeter du chlore, des choses comme ça. Parce que voilà, à l'échelle individuelle, rajouter des produits comme ça peut ne pas avoir trop de soucis.
pas trop poser de soucis. Si chacun jette des choses différentes, on va se retrouver avec un autre problème après. Et pour finir, deux petites questions sur les répulsifs. Votre avis sur les bracelets vendus en pharmacie? Alors, j'en vends. Je pourrais dire que c'est formidable. Si je suis très honnête, l'efficacité aujourd'hui est démontrée comme un peu limitée. D'ailleurs, la vente s'est drastiquement effondrée, donc c'est pas très efficace. Sur le moustique tigre, en tout cas, aujourd'hui, rien ne prouve son efficacité. Voilà. Alors, j'ai deux retours de patients. Il y a des gens qui trouvent ça bien. Il y en a d'autres qui trouvent que ça sert à rien. Pour avoir bien creusé et essayé d'analyser les choses, au final, il n'y a pas une efficacité vraiment très probante. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un risque photosensible avec les sprays anti-moustiques, avec le soleil? Alors, effectivement, avant d'appliquer du coup plus pour le moustique tigre, puisque le reste, les moustiques interviennent le soir, il vaut mieux effectivement, vous mettez votre crème solaire, de toute façon une crème solaire à part les écrans minéraux, mais ce qu'on se met de façon plus commune, ce sont les écrans chimiques. Donc vous laissez bien pénétrer une demi-heure, le temps que le filtre chimique se mette en place. Et après, si vous allez vous promener et qu'il vous faut un répulsif, vous mettez le répulsif. Voilà. Après, le répulsif, il a une action un peu générale au niveau de l'organisme. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous le mettre autour du cou. Vous pouvez aussi en imprégner les vêtements si vous voulez pas vous en mettre sur la peau en fonction de là où vous allez. Donc, soit ce sont des vêtements qui craignent pas grand-chose et vous pouvez cheater votre spray pour le corps. Bon, on risque d'avoir peut-être quelques petites taches. Sinon, il existe vraiment des solutions d'imprégnation qui marchent très bien quand vous partez à l'étranger parce que ça peut durer plusieurs semaines, que vous mettez lors du lavage de vos vêtements au préalable dans la machine. Voilà, il y a des répulsifs peau, il y a des répulsifs textiles. J'ai bu le lait d'homme. Bon, ça reste de l'homéopathie. Voilà, ça agit vraiment au niveau de la peau, des odeurs, des choses. C'est toujours un petit plus sans que ça soit vraiment la solution. Ont-ils des prédateurs? Pas beaucoup. Un super prédateur concernant les moustiques, eh ben, on va avoir la chauve-souris, sauf que la chauve-souris, elle dort le jour, elle vit la nuit. Donc, ben, elle se réveille quand nos moustiques tigres dorment. Donc, c'est pas, voilà. Il y a quelques espèces d'araignées qui peuvent répondre au cahier des charges de l'éradiction des moustiques tigres. Mais bon, c'est le meilleur des prédateurs, ça va être l'homme, s'il fait ce qu'il faut. Bon, ben, merci beaucoup Audrey pour les réponses aux questions. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, au revoir.